Le vent d'hiver hurle sur la plaine de Lorraine. Nous sommes le 5 janvier 1477. Devant les murs de Nancy, une armée meurt de froid. La neige enterre lentement les cadavres et les tentes. L'air glacial fige l'acier et paralyse les poumons. Près de 4000 vétérans bourguignons survivent dans ce cauchemar blanc. Ils sont affamés, épuisés et rongés par les engelures. Le froid détruit les corps bien plus vite que l'ennemi. Le métabolisme des soldats se fondre sous le déficit calorique. Tenir une arme devient une véritable torture physique. Le siège de Nancy dure depuis plus de 2 mois. L'humidité gèle les cordes des arcs. Le moral de la troupe se fracture en silence. L'armée du duc de Bourgogne est théoriquement la plus moderne. Mais tout l'or d'Europe ne peut stopper l'hypothermie systématique. Les hommes meurent gelés dans leur sommeil. Une horloge mortelle tourne inexorablement contre les assiégeants. L'armée ennemie de secours approche à travers la tempête. Rejoignez-moi pour reconstituer la chute d'un empire. Nous allons disséquer la brutale bataille de Nancy. L'État bourguignon fonctionne comme une machine de guerre complexe. Charles le Téméraire commande cette puissance redoutable. Son armée possède l'artillerie la plus dévastatrice de son époque. Elle aligne une cavalerie lourde, extrêmement disciplinée. Mais la géographie hivernale refuse de se soumettre aux mathématiques militaires. Nancy résiste au siège depuis le mois d'octobre. La pression logistique sur les assiégeants est devenue insoutenable. Le fourrage a totalement disparu sous l'épaisse couche de neige. Les chevaux de guerre meurent massivement d'inanition. La chaîne d'approvisionnement bourguignonne est brisée par l'hiver brutal. Chaque nuit, les effectifs fondent à cause des désertions. Les vivres restants ne permettent plus de maintenir le blocus. Le campement est conçu pour repousser une sortie de la garnison, pas pour affronter une armée de campagne. La retraite opérationnelle semble être la seule option logique. Mais lever le camp signifie abandonner la lourde artillerie. Charles le Téméraire refuse de céder le moindre terrain. Il choisit de figer ses troupes au sud de Nancy. Il déploie ses redoutables canons derrière un ruisseau partiellement gelé. Les canons sont fixés sur des affûts de bois lourds et peu mobiles. Tourner ces pièces nécessite de la force animale et beaucoup de temps.
Le front est verrouillé par une ligne de pieux aiguisés. La position défensive semble géométriquement et mathématiquement imprenable. Mais le temps dicte sa propre loi sur le terrain. Les éclaireurs rapportent une situation tactique désastreuse. Le duc René II de Lorraine arrive avec des renforts. Près de 20 000 hommes marchent vers le camp bourguignon. Cette force est structurée autour des terribles carrés de piquiers suisses. Le rapport de force numérique est soudainement devenu catastrophique. Près d'une défenseur contre 5 attaquants. La collision physique est inévitable avant la nuit. Face à un front gelé et une infériorité numérique massive, maintiendriez-vous votre ligne fortifiée ou abandonneriez-vous l'artillerie pour fuir? Laissez votre évaluation tactique en commentaire. La ligne bourguignonne attend le choc dans un froid insoutenable. Logiquement, la plus grande puissance d'artillerie d'Europe aurait dû vaincre. Elle aurait dû anéantir cette masse d'infanterie marchant à découvert. Mais le champ de bataille ne récompensa pas la poudre. Il punit l'immobilité et le manque de flexibilité tactique. Une violente tempête de neige s'abat sur la vallée. Le front visuel se réduit instantanément à un mur blanc. Les artilleurs bourguignons perdent totalement la vision de leur cible. Les poudres noires deviennent humides à cause de la neige. La fiabilité des mises à feu se fondre drastiquement. L'avant-garde suisse approche enfin de la zone d'abattage prévue. L'avant-garde suisse s'appelle la Vorroute. Elle compte environ 7000 hommes. Le corps principal est la Gewaltut. Ces formations mesurent parfois plusieurs dizaines de rangs de profondeur. La force de poussée dépend du maintien parfait de l'alignement. Si la ligne se courbe, la pression se fondre. Les commandants confédérés observent calmement le dispositif de Charles. L'attaque frontale est identifiée comme un suicide tactique certain. Le ruisseau et les tirs concentrés briseraient l'élan des carrés. La géographie locale dicte une toute autre approche. Les Suisses refusent de tomber dans ce piège frontal. Ils exploitent immédiatement la couverture offerte par la tempête. La masse d'infanterie se divise dans un silence impressionnant. L'avant-garde reste visible pour fixer l'attention des canons bourguignons. Pendant ce temps, le corps principal pivote vers l'ouest. L'officier suisse, Wilhelm Herter von Erteneck, dirige la manœuvre de contournement. Les troupes s'enfoncent discrètement dans les collines très boisées.
Ce mouvement de flanc s'organise dans l'épaisseur de la forêt. Les arbres dissimulent des milliers de soldats en marche. L'absence de visibilité devient la meilleure arme des assaillants. L'artillerie de Charles reste figée vers une menace fantôme. La mort s'approche par un angle mort impossible à couvrir. La marche à travers les bois de Saurupt est brutale. C'est une épreuve biomécanique à la limite de l'endurance humaine. Près de 7000 hommes progressent dans une neige très profonde. L'ascension, sous le poids des armures, pompe chaque réserve d'énergie. Les hallebardiers suisses portent des armes nécessitant une grande mobilité. Le terrain accidenté casse la cohésion géométrique des carrés parfaits. Mais la stricte discipline confédérée maintient une progression fluide. L'air glacial anesthésie les muscles et brûle les voies respiratoires. L'effort physique extrême compense l'absence de toute chaleur externe. L'infanterie avance à l'aveugle, uniquement guidée par le relief. Du côté bourguignon, l'attente statique détruit la résistance nerveuse. Le rideau de neige absorbe la lumière et les sons. Le renseignement tactique de proximité n'existe tout simplement plus. Les signaux visuels de commandement sont rendus totalement invisibles. Déplacer les réserves devient une tâche aveugle et hasardeuse. Soudain, le souffle des corps suisses déchire le silence glacé. Le son percutant provient du flanc droit de l'armée bourguignonne. L'assaut principal ne vient pas du front barricadé. Il déferle depuis les hauteurs boisées sur la droite. C'est une inversion absolue de la logique du champ de bataille. Les canons bourguignons regardent dans la mauvaise direction. Tourner ces énormes pièces de bronze prend un temps infini. L'enlissement dans la terre gelée interdit tout redéploiement d'urgence. L'artillerie est instantanément rendue inutile par la géométrie de l'attaque. L'impact physique est imminent. L'infanterie suisse percute le flanc droit avec une force dévastatrice. Le choc biomécanique contre la ligne bourguignonne est absolu. Les hallebardes mesurent plus de 2 mètres de long. Elles exigent un large espace pour accumuler de l'énergie cinétique. Les hallebardes sont conçues pour broyer les formations denses. La lame lourde accroche, tire et fracture l'acier des armures. La pointe sert à perforer la cotte de maille. Le crochet sert à tirer un cavalier vers le sol. La lame de hache sert à écraser les casques et les plastrons. Le froid rend le métal des armures plus cassant aux impacts.
L'espace de manœuvre se comprime de manière brutale. Les défenseurs bourguignons manquent de place pour reculer l'arme au poing. La pression devient meurtrière car la rotation des rangs échoue. Les blessés ne peuvent pas être évacués vers l'arrière. Les hommes de première ligne sont écrasés par leur propre masse. Le sang chaud gèle sur les plaques d'acier bosselé. La ligne ne recule pas de manière ordonnée, elle implose. La cadence de destruction s'accélère à chaque minute de mêlée. Les fantassins bourguignons tentent de reformer un mur défensif. Mais l'équipement lourd limite l'équilibre sur ce sol verglacé. La cohésion de l'unité se fondre sous la pression cinétique. Chaque coup d'arme d'Ast arrache une partie de la ligne. La panique se propage physiquement, d'homme à homme. Les officiers hurlent le désordre que la tempête engloutit. L'armée bourguignonne perd totalement sa structure de commandement tactique. Charles le Téméraire comprend que son front est en train de mourir. Il rassemble sa cavalerie lourde pour une charge désespérée. Il applique la doctrine classique de l'élite noble européenne. La puissance de choc doit briser l'élan de l'infanterie ennemie. Mais la cavalerie exige de l'espace et une adhérence parfaite. Le terrain verglacé refuse catégoriquement d'offrir cette traction vitale. Les lourds chevaux de guerre glissent et perdent l'équilibre. Leurs fers inadaptés à la glace transforment l'attaque en suicide. La masse équestre n'arrive pas à générer la moindre vitesse. Sans vitesse, la lance perd toute sa capacité de pénétration. Les piquiers suisses reçoivent cet assaut au ralenti. La pointe des longues piques éventre les montures bloquées. Les chevaliers lourdement cuirassés sont violemment jetés au sol. Ils sont incapables de se relever sous le poids de l'acier. Charles lui-même est emporté par ce naufrage collectif brutal. Le commandement central n'existe plus sur ce secteur. Le centre bourguignon se fondre sous le fait de la panique. L'espace tactique est totalement inversé par la poussée suisse. La retraite désorganisée se transforme instantanément en un abattoir systématique. Le pont de Bouxières est le seul véritable point de fuite. Mais ce passage étroit devient un goulot d'étranglement mortel. Les fuyards s'écrasent les uns contre les autres. Les blessés tombent au sol et sont piétinés sans aucune pitié. Le reste du chemin pour fuir mène vers l'étang de Saint-Jean. La fine couche de glace cède sous le poids des armures.
L'eau glaciale paralyse les corps en quelques secondes. Les soldats meurent noyés autant que sous les coups. La géographie locale vient d'exterminer la dernière réserve militaire bourguignonne. L'armée a cessé de fonctionner en tant qu'entité organisée. Le silence finit par recouvrir cette plaine dévastée. Le gel intense fige les soldats dans leur posture d'agonie. 3 jours plus tard, une macabre découverte bouleverse l'Europe. Un cadavre nu et mutilé est arraché à la glace. Son crâne est fendu par un violent coup de hallebarde. C'est le corps méconnaissable du puissant Charles le Téméraire. Le maître absolu de la riche Bourgogne est mort anonymement. Cette bataille a révélé une fragilité structurelle du modèle militaire médiéval. La puissance de feu et large ne résolvent pas la géographie. La masse n'est efficace que si l'espace permet le mouvement. Les canons n'ont servi à rien face à l'invisibilité météorologique. La discipline suisse a triomphé grâce au maintien de la cohésion. L'État bourguignon disparaît définitivement avec la chute de son duc. Le royaume de France absorbe une grande partie des territoires. L'équilibre stratégique de toute l'Europe occidentale vient de basculer irrémédiablement. L'infanterie de choc vient de prouver sa domination mortelle. L'ancienne doctrine des charges frontales a saigné dans la neige. Si vous souhaitez que ces reconstitutions tactiques continuent, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.